on a affaire à des gens qui, même dans certaines circonstances, peuvent apparaître extrêmement sympathiques, y compris Claire, et qui vont commettre collectivement les pires ignominies. Bonjour à tous, chers abonnés d'Omerta, abonnés de notre chaîne YouTube. D'abord, ensuite, également abonnés de l'application. Et je rappelle aussi, je fais un petit appel à nos lecteurs, aux lecteurs du magazine Omerta, pour vous dire qu'il est toujours en kiosque. Anti-mondialiste, les patriotes à la reconquête de l'Europe. Donc vous pouvez le trouver dans 5000 points de vente en France. Voilà, le message est passé. Si vous ne l'avez pas encore, achetez-le. Voilà. Merci d'être fidèle au rendez-vous du Grand Entretien qui va prendre une tournure historique aujourd'hui, un peu cinématographique également. Vous êtes au courant de la sortie du film Nuremberg qui est sorti dans les salles en France le 28 janvier. Peut-être certains d'entre vous sont allés le voir. Ce qui est toujours intéressant, ce qui m'a interpellé dans l'idée, dans la présentation et la personne que je vais vous présenter tout de suite, c'est que derrière le film, il y a un ouvrage. Et cet ouvrage, il a une histoire un petit peu particulière. Alors, le voilà traduit en anglais. C'est un ouvrage de Douglas Kelly, qui est le psychiatre qui est chargé de traiter Göring et tous les 22 criminels de guerre de Nuremberg en préambule au tribunal, en fait, à la tenue de ce procès absolument gigantesque. Et pour cela, eh bien, je reçois Jean-François Goulon, qui est l'éditeur qui a retrouvé ce livre. Bonjour Jean-François. Bonjour Régis. Alors Jean-François, vous êtes donc le patron des éditions du Cercle. Je rappelle que vous êtes toujours l'éditeur français de Yanis Varoufakis, l'ancien Premier ministre grec. L'ancien ministre des Finances. Pardon, ministre des Finances, excusez-moi. Mais qui avait à l'époque de la crise entre la Grèce et l'Allemagne. C'était Tsipras qui était le Premier ministre. Tsipras, voilà, pardonnez-moi mon lapsus, vous faites bien de me corriger. Alors, eh bien tout simplement, comment avez-vous retrouvé ce livre ? Racontez-nous un petit peu l'histoire derrière. Alors, bon, effectivement, c'est assez particulier parce que moi, je m'intéresse beaucoup au cinéma. Et puis, à Noël, j'étais parti à Londres chez mon frère, qui habite à Londres, qui est mon associé d'ailleurs dans la maison des éditions du Cercle. Et puis, le film Nuremberg était sorti à Londres. Il n'était pas encore sorti en France. Et je suis allé le voir, comme ça m'intéressait. Et je découvre une approche des procès de Nuremberg tout à fait particulière, qui est cette histoire de ce psychiatre chargé d'évaluer, donc psychologiquement... Qui est joué par Rami Malek dans le film. Par Rami Malek, voilà. Donc là, c'est Douglas Kelly. Donc à l'époque, il est jeune, c'est un jeune psychiatre, qui est l'étoile montante de la psychiatrie américaine, qui est un... Il faut quand même se rendre compte que dans les années 30, il est... Et à 30 ans, à San Francisco, il est directeur d'un institut psychiatrique important. Il est pionnier de la détection du mensonge. C'est un des premiers utilisateurs du pentothal sodique, de l'amital sodique, par injection. Vous dites détection du mensonge, c'est ce qui va donner le polygraphe de la CIA, c'est ça ? Oui, c'est ça, oui. D'accord. Enfin, le polygraphe de la CIA, maintenant, c'est avec des électrodes, mais des capteurs. Mais, à l'époque, c'était ça. Mais alors, on utilisait aussi l'éther, et puis aussi le truc qui fait rire, là, le gaz hilarant, j'ai oublié le nom, que tous les gosses aujourd'hui utilisent. Le protoxyde d'azote. Donc, c'est un des pionniers de ça. Et puis aussi, il est disciple donc de grands chercheurs en psychiatrie, et notamment de Rorschach, donc ça c'est les fameux tests de Rorschach qui permettent, avec des images qui sont des taches d'encre qu'on plie pour faire
pour faire une figure. Et puis on soumet ça à la personne à examiner et on lui demande qu'est-ce qu'il voit là-dedans, quoi. Bon, et tout le monde essaye d'être intelligent pour répondre. Et puis ce qui est très marrant, c'est que, comme il l'explique très bien, justement, moi j'ai découvert beaucoup de choses. Douglas Kelly donc explique que, en fin de compte, les patients essayent de faire bonne figure, d'être intelligents pour répondre qu'est-ce qu'ils voient. Et puis en réalité, ce qui intéresse le psychiatre, c'est le comportement de la personne face au dessin. Face au dessin et quand il cherche à répondre. D'accord. Donc la réponse en elle-même est vraiment secondaire. Bien Et, donc, sûr. et à partir du test de Rorschach, moi j'étais complètement époustouflé, c'est que c'est qu'il arrive à déterminer le QI, le machin, enfin plein de Bien choses sûr. de la personnalité. Et ça c'est assez extraordinaire. Donc il a fait passer des tests de Rorschach à tout le monde. D'ailleurs, moi en couverture, parce que là, il y a un bandeau, mais sous le bandeau, j'ai fait un test de Rorschach, mais bien sûr, que j'ai fait faire par ChatGPT, qui est une croix gammée inversée et collée comme un test de Rorschach. Voilà, bon, donc et c'est ça qu'il a fait passer comme test aux 22 criminels de guerre. Oui, mais enfin pas celui-là. Hein. D'accord. Voilà. Pas celui-là. Celui-là, c'est moi qui l'ai fait faire parce que je voulais illustrer le livre. Comment est-ce qu'il se retrouve face à ces criminels de guerre? Comment il se retrouve face à Göring? Alors, donc, il est mandaté. Alors, donc, il est jeune psychiatre, l'étoile montante, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Les États-Unis sont rentrés dans la guerre en 1941, à la suite de Pearl Harbor. Et puis, comme beaucoup, on s'engage dans l'armée. Hein. C'est vrai pour lui, c'est vrai pour David Rockefeller, machin, etc. Bien sûr, bon, ces gens-là ne sont pas au front. Et lui, il est dans les services psychiatriques pour s'occuper des soldats de l'US Army. Et le problème, et ça c'est bien expliqué dans le film, ce qui est vraiment, vraiment passionnant dans le sens où le décryptage des procès de Nuremberg est tout à fait différent de tout ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'il y a eu des dizaines de films qui sont intéressants, qui insistent sur la Shoah, sur le déroulé des procès, mais là on rentre dans l'intimité à la fois de la construction du procès, hein, c'est-à-dire qu'au départ, les Américains, comme ils sont, en réalité, leur idée, c'est d'attraper les dirigeants nazis et de les pendre. Mais forcément, comme ils prétendent être la grande démocratie, la lumière de l'humanité, que d'ailleurs même les Français leur avaient accordé avec le statut de la liberté. Construite en France. Ils disent, on ne peut pas faire comme ça, il faut qu'on fasse un procès. Il faut que dans ce procès, on associe nos alliés, c'est-à-dire les Russes, les Français et les Anglais. Mais malgré tout, donc ils essaient de faire les choses bien. Donc ils font ça à Nuremberg. Il faut reconstruire un petit peu le tribunal parce que forcément tout a été détruit. Alors il y a quelques bâtiments comme les tribunaux ou les prisons qui ne sont pas détruites. Mais enfin, la prison de Nuremberg est juste à côté mitoyenne, quoi, ou presque du tribunal. Et puis quand ils attrapent les dirigeants nazis, ils vont d'abord les cantonner dans un hôtel, un bel hôtel, donc ils sont dans des conditions beaucoup plus confortables qu'après, à Mondorf-les-Bains, qui se trouve au Luxembourg. Mais ça reste quand même un enfermement. Hein. Ils ne sont pas libres de leur... Ils sont gardés, surveillés par des soldats. Et donc sur les 22 dignitaires nazis, il y en a 21 qui sont à Mondorf-les-Bains. Et il y en a un qui est en Angleterre, qui est Rudolf Hess, parce que depuis 1941, il est prisonnier là-bas. Et donc, lui va être rapatrié à Nuremberg, juste après les autres. Et Douglas Kelly, donc, a été sélectionné pour évaluer l'aptitude psychique ou psychiatrique, voir s'ils sont fous ou pas, pour pouvoir subir le procès. En réalité, sur un plan plus officieux, sa mission est d'essayer de dresser le profil type du monstre qui a pu créer de telles atrocités, de manière à ce que ça ne se reproduise pas. Si on avait le profil type comme aujourd'hui, on cherche probablement aussi à avoir le profil type du tueur en série, etc. Mais ou du djihadiste, chacun, en fin de compte, a sa spécificité. Je ne vais pas parler de ça parce que ça, c'est pas trop notre sujet, mais
Donc il faut essayer de décrypter la personnalité type du monstre nazi pour trouver les points communs, de manière à ce que ça se reproduise pas. On n'est pas encore sur la réflexion sur la banalité du mal que Hannah Arendt va introduire. On n'est pas encore là. Forcément, c'est extraordinaire. On doit trouver les personnages profondément dérangés. C'est ça qu'on cherche. Oui, lui, c'est un médecin. Oui. Il est psychiatre. Donc, déjà, la première chose, quand il va voir ses patients, donc lui, il est en charge des 22 qui sont au rez-de-chaussée, dans la prison de Nuremberg. Il faut savoir qu'il y a 80 nazis avec les secrétaires, un peu les seconds couteaux, etc., qui sont dans cette prison, dans les étages. Mais les 22 hauts dignitaires, à commencer par Göring, puisque tous ceux qui étaient au-dessus de lui se sont suicidés. C'est le principal, Göring. Donc, et puis, il a été chancelier. Oui. Après Hitler, mais pendant très peu de temps, puisque Hitler, en fin de compte, l'a répudié dans son testament en plaçant Dönitz. Mais bon, comme ils se sont tous fait attraper, il n'y a pas eu de règne particulier. Enfin bon, Göring est la personne la plus importante. Et on va découvrir forcément des choses extraordinaires dans ce livre sur la personnalité de Göring. Qu'on découvre dans le film, parce que le film s'attache essentiellement à Göring, et non pas à tous ces nazis, parce qu'il faudrait faire un film de 10 heures et pas de 2 heures et quart ou 20, je ne sais plus combien il fait. Pour revenir donc sur le sujet, l'armée américaine donc, veut ce procès. Il nomme un avocat général, enfin un procureur, qui est l'avocat général au procès, qui s'appelle Justice Jackson, c'est-à-dire le juge Jackson, Robert Jackson, qui est interprété par Michael Shannon, je ne sais plus, bon bref. Oui. Voilà, je sais que Russell Crowe, c'est lui qui interprète Göring, alors qu'il était absolument extraordinaire. Son travail, il a appris l'allemand pour faire ça, il a grossi pour pouvoir... Michael Shannon. Michael Shannon, c'est ça. Donc Robert Jackson doit aller chercher... beaucoup de poids. Il doit aller chercher une bénédiction d'instance extrêmement puissante. Et donc ça, c'est au début du film, donc c'est vraiment très enrichissant aussi. Et donc il va aller au Vatican, parce que il a besoin d'être adoubé par une autorité supérieure qui dise oui, il faut faire ce procès. Il faut savoir comme les crimes de guerre, même si ça avait été inventé par les Anglais et par les Britanniques à l'époque de l'Afrique du Sud, contre les Beurs, néanmoins, sur le plan international, les crimes de guerre, c'est pas quelque chose de reconnu, il n'y a pas de droit, les crimes contre l'humanité sont pas reconnus, le génocide, si on sait ce que c'est, mais il n'y a pas de définition, c'est quand même quelque chose qui va être inventé en 1945 avec le procès de Nuremberg, et puis après, il va y avoir beaucoup d'écrits. Enfin, le droit international sur le génocide, sur le crime contre l'humanité, sur les crimes de guerre, c'est Nuremberg. Donc on est quand même dans l'histoire, la chose la plus essentielle. Aujourd'hui, on a la Cour pénale internationale qui est en fin de compte que le prolongement de Nuremberg. Et donc il faut qu'il aille chercher... la bénédiction, c'est peut-être pas le mot juste, mais enfin bon, il va au Vatican pour avoir une autorité supérieure qui donne son feu vert. Le Vatican, forcément, est assez réticent. Ça, dans le film, vous apprendrez comment Robert Jackson va faire du chantage au pape. C'est assez rigolo, mais c'est la vérité. Et puis, bref, donc l'affaire va se mettre en route. Et puis, très vite, ils vont mandater un psychiatre, même plusieurs psychiatres, mais un en particulier qui va chapeauter tout ça, qui est Douglas Kelly, qui est, comme j'expliquais, l'étoile montante de la psychiatrie américaine et qui a largement fait ses preuves. Et surtout, on pense qu'il sera pas, qu'il est très ouvert d'esprit, qu'il ne sera pas pollué par des jugements, etc. Donc voilà. Bon, et c'est un médecin. Donc quand il va voir ces monstres, puisque c'est comme ça qu'on les appelle, il va les voir en leur disant « Écoutez, moi, je ne suis pas là pour vous juger, je suis là pour vous évaluer, vous examiner, je suis là en tant que médecin, psychiatre, et
Et il essaye, bien sûr, d'être le plus amical possible avec chacun, parce que c'est la meilleure manière d'obtenir des informations. Si le patient en face a confiance en vous, en tant que praticien, bah forcément, il va se livrer. C'est comme ça qu'il va se livrer. Et alors, face à Göring, il tombe sur un os, c'est ça? Mais non, il ne tombe pas sur un os. Non, au contraire. Göring, qui va suivre déjà depuis Mondorf-les-Bains, hein, parce que donc 3 mois auparavant, il avait suivi Göring. Ça s'est montré aussi un petit peu dans le film, mais de manière très courte. Göring a des petits problèmes cardiaques, il a beaucoup de surpoids. Et alors, va s'instaurer entre Göring et Douglas Kelly une proximité, une sorte d'intimité, très bien démontrée dans le film. Après, bon... attesté par le livre. Alors, attesté par le livre au niveau de la relation. Par contre, dans le film, bon, il va voir sa femme, il transmet des lettres, etc. Ça, il ne le raconte pas, mais c'est peut-être la vérité. Par contre, effectivement, il parle quand même de lettres qui lui sont remises. Il ne dit pas que c'est lui qui les remet. Mais c'est pas ça, c'est accessoire. Ouais. Il va se nouer un lien tout à fait spécial entre Göring et Kelly. C'est 2 personnes brillantes. Kelly dit que Göring, c'est quelqu'un de très intelligent. Bah, bien sûr qu'il y a aussi des côtés qui vont le rendre monstrueux, tel qu'on a pu s'en rendre compte avec la Deuxième Guerre mondiale. Il y a des joutes dans ce film, déjà. Moi, je ne suis pas allé le voir, mais j'ai vu des extraits qui sont d'un niveau absolument incroyable. Mais est-ce que le livre, lui rend compte aussi de cette qualité et est-ce que finalement le psychiatre arrive à rester psychiatre et Göring arrive à rester le monstre, ou est-ce qu'on évolue dans une espèce de zone de gris? On est dans une ambiguïté que lui-même reconnaît plus ou moins, enfin en tout cas dans son rapport analytique des 22 personnalités. Et quand on est sur Göring, on voit bien que il y a une complicité qui s'est instaurée entre deux. Cette complicité qui est très utile parce qu'elle permet aussi d'obtenir énormément d'informations. Bien sûr. Après, avec les autres nazis qui sont là, les autres dignitaires nazis, il y en a avec lesquels, il y a des échanges, pas aussi amicaux qu'avec Göring, parce que là, c'est vraiment celui avec lequel ça se passe le mieux. Et puis, certains qui sont très raides. Et c'est aussi très intéressant, parce que tout ça est dit dans le livre. Ce qu'on ne voit pas dans le film. Le film ne s'intéresse qu'à Göring. Le reste est accessoire, donc on ne rentre pas en profondeur sur les sujets. Bon, alors après, c'est un film de 2 heures, on ne peut pas faire plus. Mais Rudolf Hess, c'est un grand passage dans le film, dans le livre. Et c'est très intéressant parce que justement, au début, il est aliéné, il a perdu la mémoire. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'il décrypte comment il a perdu la mémoire, pour quelles raisons. Il essaye de lui faire retrouver la mémoire. Les gens qui s'intéressent un peu à la psychiatrie ou à la psychologie trouveront aussi des éléments en dehors de... Vous êtes en train de nous dire qu'il pourrait y avoir un film sur Rudolf Hess aussi, à partir des écrits de Douglas Kelly? Non, peut-être pas, je pense pas. C'est pas aussi intéressant parce que Rudolf Hess c'est resté, à une époque, à ma connaissance, c'était le plus vieux prisonnier au monde. On pourrait faire un film. Je sais plus, 91. On pourrait faire un film sur Rudolf Hess. La prison de Spandau, à Berlin-Est. Oui, ça c'est puisqu'il était condamné à la prison à vie, puisqu'ils ont considéré qu'il était aliéné et que les Américains... bien sûr, qu'aurait voulu le pendre, on dit, mais nous ne sommes pas des sauvages comme eux. Et ils le disent d'ailleurs dans le film. Moi, il me semble que dans le film, enfin en tout cas, c'est dit dans le livre, nous ne sommes pas des sauvages comme eux. Et donc, il sera condamné à vie, parce que on ne peut pas pendre des fous. Bon. Et donc, effectivement, Rudolf Hess est un cas tout à fait particulier, parce que, et lui, donc, pour revenir quand même à l'intérêt de ce livre, c'est qu'à la fin de ce livre, donc, il émet des conclusions, et ces conclusions sont extrêmement dérangeantes, voire glaçantes. C'est que
On pensait au départ qu'on avait affaire à des gens fous, dégénérés psychologiquement, machin, etc. Et puis pas du tout. Il s'aperçoit que sur le plan psychiatrique, ce sont des gens normaux, que ce sont des gens qui paraissent parfaitement rationnels. Et s'il y a peut-être une certaine forme de folie collective qui s'est instaurée avec la mise en place de la Shoah, puis aussi quand même toutes les atrocités qu'ils ont commises à gauche et à droite, parce que Oradour-sur-Glane ou tout ce qu'on veut. Alors bon, certes, c'est un bataillon SS particulier, c'était pas toute la Wehrmacht qui était comme ça, mais et là, c'est pas une persécution de juifs. Bon, mais enfin, il y a quand même, les handicapés, les homosexuels, volonté d'éradiquer. Même si à l'intérieur, entre les hauts dignitaires nazis, il y a quelques accusations d'homosexualité au moins latente, réciproque. Ce qui est très intéressant, c'est aussi que Kelly va essayer d'étudier ce point-là, et on en apprend sur Hitler ou sur d'autres. Et donc là aussi, parce que il fait aussi l'analyse d'Hitler. Hitler est mort. C'est ça, le fond du tableau, c'est ça. C'est toucher les origines du mal. C'est toucher les origines du mal, et forcément, celui qui est à la tête de ce mal, c'est Adolf Hitler. Et le docteur Kelly est ravi de pouvoir étudier de si près le plus haut dignitaire qui reste, qui est Göring, et qui était aussi un très proche d'Hitler. Oui, bien sûr. D'ailleurs, à un moment, il lui dit êtes-vous toujours, suivez-vous toujours Hitler ? Et Göring dit oui, et il dit pourquoi ? Il nous a fait allemands à nouveau. Il nous a rendus allemands. Oui, alors. Non, mais on trouve bien tout ça, toutes les explications à travers chacun, parce que Douglas Kelly est très fort. C'est-à-dire que, il sait bien que à chaque fois qu'il interroge quelqu'un, même s'il y a un peu une complicité qui va s'instaurer, que, comme en plus c'est un spécialiste de la détection du mensonge, il n'est pas dupe, mais il sait bien aussi que tous ces gens-là avaient quand même plein la vue du Führer. Il y en a même, bien que le Führer soit probablement mort, en tout cas disparu, reste très attaché à sa personnalité, et même après avoir bien compris toutes les horreurs qui ont été commises, parce que c'est pas aussi évident pour chacun d'être aussi parfaitement au courant de ce qui s'est passé dans les camps de concentration. Alors c'est un point de leurs échanges qui est dans le film, et j'imagine qu'il est tiré du livre, c'est que Göring confronte Kelly qu'il considère comme un Américain sur Hiroshima et Nagasaki, et Kelly répond mais vous avez essayé de faire disparaître une race entière, c'est pas comparable, et il parle de crime, et ce que Göring dit, c'est vous n'avez pas ne me parlez pas de morale quand on parle des Américains. Mais oui, mais bon, ça, c'est ce sujet justement sur Nagasaki et Hiroshima, c'est quand même récurrent. Bien sûr. Donc, c'est un des moments très forts. C'est quand même parfaitement récurrent. Bon, après, je ne vais pas rentrer sur ce sujet, mais lui, Kelly, la morale de son livre, c'est que il s'aperçoit que ces gens qui sont des monstres, et c'est incontestable, qui ont commis les pires atrocités contemporaines, parce que des atrocités dans le monde, il y en a toujours eu, avec Vlad Dracul, les Huns, etc., Gengis Khan, ou je ne sais pas quoi, mais ou même simplement les guerres napoléoniennes, qui étaient quand même, c'est peut-être dans un autre registre, mais qui sont, lui il en parle, des guerres un petit peu, pour expliquer le contexte dans lequel les nazis sont arrivés, l'idéologie nazie. Parce que faut bien comprendre que ce livre, c'est pas que les analyses. Alors, le plus gros du livre sont des analyses de ces personnages, mais il y a une introduction sur le pangermanisme et l'idéologie. Donc depuis le début du 19e siècle jusqu'à la période jusqu'à l'arrivée des nazis, quoi. Donc dans quel environnement idéologique allemand ils ont évolué.
moi, j'ai apporté quelques modifications. Pourquoi ? Parce que j'essaie d'être un éditeur éthique. Et si Douglas Kelly est un psychiatre hors pair, et même il pourrait encore donner aujourd'hui, à mon avis, des leçons à beaucoup de psychiatres, sur le plan historique, c'est pas un historien, et que il a bien compris qu'il y a un environnement spécifique, voilà, qui fait que les Allemands évoluent dans une culture païenne, enfin, plutôt post-protestante, parce que tout ça est quand même lié au protestantisme, enfin leur protestantisme luthérien, et donc je cherche un peu mes mots parce que c'est tellement de choses importantes. Oui, bien sûr, c'est un vaste dossier. Et donc, en fait, il y a une genèse, quelque part, à cette arrivée au pouvoir du nazisme. Douglas Kelly, pour étayer son propos, va utiliser un certain nombre de citations. Culture guerrière, une culture païenne. Non, mais, oui. Non, mais ça, tout ça, c'est incontestable. Et puis on le retrouve dans des tas d'études d'universitaires qui sont plus récentes. Mais il va étayer son propos, puisque il ne fait pas un livre d'histoire. Ce qu'il fait, c'est un rapport. C'est un rapport d'observation. Et donc là, il fait une analyse très pointue, mais voilà, qui est incontestable. Mais pour introduire son propos donc, sur l'idéologie des nazis, il explique donc l'environnement culturel allemand, qui 150 ans, pendant les 150 années qui ont précédé, et il va utiliser un certain nombre de citations. Et moi, en tant qu'éditeur, qui essaie de faire les choses de la manière la plus éthique possible, parce que je pense que je serai lu toujours par des universitaires, et qu'un universitaire, s'il y a des choses qui ne collent pas, il n'a plus envie de lire le livre. Bien sûr. Et donc, il y a des citations qui sont ce qu'on appelle des citations de seconde main, voire de troisième main, et comme c'est des sources qui sont allemandes et qui sont anciennes, j'ai retrouvé, moi, la plupart des écrits, mais je n'ai jamais retrouvé la source. Donc, j'étais confronté à un grave dilemme que j'explique dans mon avant-propos, qui était soit je caviarde une partie du texte, ou je conserve le texte, mais avec des notes de bas de page longues comme mon bras, pour expliquer les choses. Je me suis dit, bon, ça c'est quand même pas très bien. Donc j'ai pris la décision, que j'explique dans cet avant-propos, j'ai pris la décision de caviarder à peu près 2 pages et demie du chapitre sur le pangermanisme, pour réécrire un texte qui reprend exactement la thèse de Douglas Kelly, mais nettoyé de ces, citations qui peuvent être problématiques. Et puis, je restitue à la fin de l'ouvrage l'intégralité des pages coupées. Comme ça, le lecteur, peuvent comparer. À la fois, n'est pas volé. Au contraire, il est même supplémenté puisque j'ai apporté quelque chose de nouveau. Je fais aussi une postface, une petite postface d'une page et demie. Pourquoi ? Parce qu'on est en 2026. Le livre est sorti en 1946. Quand il a sorti son livre, Douglas Kelly, donc il est aux États-Unis, il rentre aux États-Unis avant la fin du procès, et il fait des radios. Parce qu'à l'époque, on ne fait pas de télé, c'est des radios qu'on fait. Et il fait des radios, et c'est montré aussi ça à la fin du film. Et puis, il alerte ses concitoyens sur le fait que les monstres nazis sont des gens psychologiquement normaux, psychiatriquement normaux, sont des gens rationnels, etc., comme j'ai dit tout à l'heure, et qu'il dit, si les citoyens américains ne prennent pas la peine de s'intéresser à leur politique nationale, à aller voter. On sait qu'aux États-Unis, le vote, bon voilà. Et en plus, à cette époque-là... Un Américain sur 2 à la présidence. À cette époque-là, les Noirs ne votaient pas, en tout cas pas dans le Sud. Bon, on était en pleine ségrégation, on était juste avant le macartisme. Enfin bon, on est quand même dans un environnement politique aux États-Unis en 1946, qui est quand même très raide. Après, ça a pu s'adoucir un peu. Et puis, on est 80 ans plus tard. On est en 2026. Et quand il alerte pour dire, si on n'y prend pas garde, on pourrait avoir des gens du même acabit qui arrivent au pouvoir aux États-Unis,
Bon, on ne peut pas dire que c'est exactement ça, mais néanmoins, 80 ans plus tard, c'est d'une grande actualité parce que on peut se poser de profondes questions sur ce qui se passe au sein du gouvernement américain et surtout avec son président. Voilà, donc à ce titre-là, ce livre apporte de quoi réfléchir. C'est très intéressant, ça fait vraiment écho aux écrits de d'Hannah Arendt sur la banalité du mal. Hein. C'est-à-dire, voilà, et même les premiers procès qui avaient eu lieu sur les procès d'Auschwitz, avec l'audition des gardes, on se rend compte qu'en fait, ces types avaient mis tout ça sur tout le tapis, ceux qui avaient été libérés, et vivaient de façon complètement normale. Donc ça, on semble découvrir, quoi. Et là, c'est un rappel, alors. Oui, mais de toute manière, des atrocités, par exemple, on sait que l'armée française, enfin, oui. Dans la guerre d'Algérie, il y a eu occasionnellement, et c'est documenté, des atrocités qui ont été commises, ou par nécessité ou par goût. Hein. Mais bon, voilà, c'est malheureusement, les conflits, c'est comme ça. Je pense que pendant les guerres napoléoniennes, où c'était quand même souvent la boucherie, il peut y avoir aussi pas mal d'atrocités. C'est aussi peut-être un mauvais côté de la nature humaine quand on lâche la bride, quoi. Oui. Donc bon, voilà, ce livre traite pas de ça. Alors, juste pour conclure, c'est que... Ah, j'ai une question avant, quand même. Est-ce que Douglas Kelly est quelque part frustré par le fait que Göring décide de se suicider, qu'en gros, il choisit sa mort et il choisit de lui échapper quelque part? Bah, il lui échappe pas, il échappe à la justice. Oui. Hein, Vous voulez dire, quand le procès commence, le rôle de Douglas Kelly est terminé? Ah non, il continue. Oui. Non. Vous dites qu'il est rentré aux États-Unis. Oui, d'accord, mais le procès est très long, puisque le procès va durer presque un an. Oui. Donc, lui, il va les examiner pendant 5 mois. Le procès, il commence tout de suite, quand ils arrivent à la prison de Nuremberg. Enfin, ou très vite. Donc, mais bon, forcément, le procès, il y a beaucoup de passages, machin. Bon, il y a un moment dans le procès, donc ça, c'est documenté, c'est historique, et c'est montré dans le film Nuremberg, c'est que ils vont faire des projections pour les dignitaires nazis, et qui sont des projections qu'on a vues, nous, dans les documentaires sur Arte ou sur d'autres chaînes. De la libération des camps. Sur toutes les montagnes de cadavres, les fours crématoires, etc. Donc, ces images sont montrées. Alors là, bien sûr, c'est que... quelques minutes dans le film, mais je pense que c'était forcément sur des durées plus longues et plus extensives pendant le procès. Et forcément, après avoir vu ces images, ces films, Douglas Kelly va voir les principaux personnages impliqués ou qui ont pu être impliqués, et il y en a qui disent j'étais pas au courant, mon rôle n'était pas là, je sais pas ce que je savais pas. Alors est-ce que c'est des fausses barbes? Est-ce que c'est voilà, donc il n'est jamais bien sûr que il arrive à obtenir la vérité, mais on se rend bien compte que c'est pas si évident que ça, parce que c'est une machine très cloisonnée et mais enfin, bon, l'horreur est là et elle est quand même collective, hein, parce qu'ils ont tous... Alors, dedans, il y en a quand même qui sont copieux. Hein. Rosenberg, il y a un passage aussi assez long sur Rosenberg. Bon, S, justement, tout à l'heure, vous me disiez, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de faire un film sur S? Moi, je pense que oui, ça vaut le coup de faire un film sur S, mais pas uniquement là-dessus, plus largement. Les écrits et les notes de Douglas, et en plus il devait y avoir d'autres notes, parce qu'il y a des notes qui ont été publiées, mais pour les chercheurs, voilà, moi j'y ai pas accès, enfin j'ai pas cherché encore, mais il y a toute une histoire. Bien sûr. Donc, S a servi de secrétaire à Hitler quand il a été, après le coup d'État, la tentative 1923, de coup d'État. La brasserie de Munich.
il s'est retrouvé emprisonné donc avec Hitler, dans des conditions qui étaient pas mal, hein, dans un hôtel, machin, bon. Et puis c'est là où a été rédigé Mein Kampf. Bon. Et Rosenberg venait tous les jours venait voir Hitler, puisqu'il était le penseur idéologique, et donc on sait qu'il est à l'origine... Le mythe du XXe siècle. Voilà, non, mais aussi de Mein Kampf, mais que Rudolf Hess aurait largement inspiré le livre, puisque c'était le plus proche collaborateur d'Hitler pendant cet emprisonnement. Donc, il y a beaucoup de choses à raconter. Bien Après, les 4 ans où il a été fait prisonnier en Angleterre, il faudra aller chercher dans les archives anglaises, mais non, Rudolf Hess est un personnage intéressant, mais je pense qu'ils ont tous un intérêt, on pourrait faire un film sur chacun, parce que... parce qu'ils sur les 22, parce qu'ils avaient tous un rôle vraiment très important. Bien sûr. Voilà. Bon, bien sûr. Et alors donc pour conclure, la plus grosse analyse, qui fait 30 ou 40 pages, c'est Hitler. Alors comment Douglas Kelly a pu analyser la personnalité d'Hitler alors qu'il n'était pas là? Il est mort, enfin d'ailleurs il ne dit pas qu'il est mort, hein. On pense qu'il est mort, en tout cas il est absent. Il est absent. Donc il fait 40 pages dans le livre et c'est un absent. Voilà. Alors comment il fait? Déjà il va demander à chacun de ses patients des renseignements sur Hitler, comment ça se passait, raconter des petites histoires, machin, etc. Mais aussi, il y a 60 autres prisonniers et prisonnières dans les étages supérieurs de la prison de Nuremberg, dont les secrétaires d'Hitler, et il va leur demander des rapports. Et donc, avec tous ces rapports, les recoupements, etc., tout en mettant en garde le lecteur que forcément la secrétaire qui raconte des choses reste complètement plein la vue d'Hitler, même s'il est mort ou qu'il n'est plus là. Donc il faut prendre avec des pincettes ce qu'elle peut dire, mais ça reste quand même très riche. Et donc il donne aussi une facette de la personnalité d'Hitler qui le rend beaucoup plus humain que tout ce qui a pu être raconté. Donc, à ce titre-là aussi, c'est un livre qui interpelle vraiment, parce que le fin mot de l'histoire, c'est que, qui est moins bien montré dans le film, mais le film montre autre chose, mais dans le livre, c'est que on a affaire à des gens qui, même dans certaines circonstances, peuvent apparaître extrêmement sympathiques, y compris Hitler, et qui vont commettre collectivement les pires ignominies. Enfin, je veux dire, on est en train de parler d'une guerre qui a fait 50 millions de morts, et on est en train de parler de l'extermination de 6 millions de personnes. Donc, c'est quand même pas rien, quoi. Puis, dans des conditions... voilà, c'est... Psychiatre américain, Douglas Kelly, voilà. Je recommande donc évidemment ce livre Psychiatre à la prison de Nuremberg, qui est publié donc aux éditions du Cercle. J'en termine avec vous. Merci beaucoup d'être venu chez Omerta pour nous parler de ce livre, pour nous décrire ce qui est très intéressant, parce qu'on a ce film que les gens, notre public peut aller voir, et puis là on en a plus, et on a beaucoup de choses en plus, une véritable analyse, les 22 de Nuremberg dans la tête des nazis, édition du Cercle. Merci beaucoup Jean-François. Merci. Ce fut un plaisir. Merci à vous d'avoir suivi cette émission, ce grand entretien un peu exceptionnel, partie historique, psychiatrique, qui traite aussi à partir d'un film. Donc c'était passionnant, voilà. Et j'espère que vous reviendrez la prochaine fois, toujours plus nombreux, pour assister à la nouvelle édition du Grand Entretien. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis, portez-vous bien. À bientôt.